Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting, il est 11 heures et nous sommes le 23 février 2016. Les matières premières s'étouffement, vous avez assisté à un point complet, donc éventuellement si vous souhaitez avoir mon opinion, vous laissez traîner s'il vous plaît une question dans le chat. Sous vos yeux le DAX en 15 minutes dans la même situation technique décrite ce matin, à savoir celle d'une petite correction à court terme, mais qui, si on prend du recul, pourrait donner le point de départ de la fin du rebond technique, même rebond technique qui a commencé le 11 février dernier sur les marchés actions US et européens. Alors ces indices boursiers européens et américains, on va largement en parler, en tout cas dans les 10 premières minutes de ce point de marché. Simplement laissez-moi aller chercher l'avertissement sur les risques liés au trading. Vous assistez au morning meeting, je n'ai plus le template de fond qui indique qu'il s'agisse du morning meeting, mais en tout cas je vous le confirme. Voilà, je laisse l'avertissement sur les risques liés au trading. Et je vous propose en attendant donc une introduction. Ces indices boursiers européens et américains sont dans une phase de rebond technique depuis le 11 février. Qu'est-ce qui s'est-il passé le 11 février? Pourquoi le 11 et pas le 12 ou le 10? C'était la double audition de Madame Janet Yellen devant le Congrès des États-Unis où elle faisait mention de risques, d'incertitudes, ce qui n'était pas le cas auparavant de la Fed, plutôt étanche au contexte mondial. Donc ça a permis à Wall Street à l'époque de tenir des supports et par contagion, ça agit favorablement sur les indices boursiers internationaux, notamment en Europe. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Depuis le point bas du 11 février, rappelez-vous CAC 40 3890 ou peut-être 3892 au plus bas. Le cours du CAC 40 et de manière générale des actions de la zone euro, le cours du CAC 40 a donc repris 10% depuis ces points bas du 11 février. Alors maintenant se pose la question, ce rebond c'est terminé ou est-ce qu'on le double? Est-ce que ça se transforme en une vraie tendance haussière? Parce que voilà, tout le monde pense à la BCE le 10 mars. Mais voilà, le marché, ce n'est pas que la BCE. Il y a plein d'autres facteurs maintenant à suivre. Les indicateurs macroéconomiques récents ne sont pas bons. On est dans cette thématique du ralentissement de la croissance économique mondiale. Encore hier, les indicateurs économiques avancés publiés au sein de la zone euro, pas terribles. Ce matin, l'IFO en Allemagne, je vous ai fait la synthèse du calendrier macroéconomique ce jour. L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne en février, il est inférieur au consensus. Alors il y a deux composantes, la situation actuelle qui bat les attentes, mais les anticipations nettement en deçà des attentes. Les valeurs qui portent le rebond depuis le début du mois de février, depuis le 11 février, ce sont ces valeurs fortement vendues, les valeurs industrielles, les valeurs matières premières forcément, et les bancaires. Les bancaires, c'était surtout en janvier qu'elles ont souffert, parce qu'il y a eu un certain nombre d'alertes liées à la situation capitalistique de certaines banques majeures en Europe, Deutsche Bank, Unicredit, Banco Santander, des banques qui vont avoir besoin de capitaux frais, alors faire appel au marché notamment. Pour tout un tas de raisons diverses et variées, ça dépend des banques. On a beaucoup parlé des créances pétrole et gaz par exemple. Depuis, ces banques rebondissent, n'effacent pas la totalité de la correction depuis le 1er janvier. Les banques françaises sont mieux loties. Alors sur le plan des fondamentaux, la conjonction de risques qui appuyait la baisse en janvier, elle n'a pas été levée. Par contre, admettons que derrière le rebond technique des marchés actions, un certain nombre de risques ont été amoindris. Ils n'ont pas disparu, ils ont été amoindris. Le pétrole par exemple. La nouveauté depuis le début du mois de février, c'est le gel de la production de pétrole pour les pays de l'OPEP sur ces sommets atteints en janvier. Donc ça c'est une nouveauté, donc forcément ça porte le rebond. Et peut-être la Russie bientôt. Parmi les nouveautés encore, la réserve fédérale, davantage modérée. Le marché a toujours perçu le relèvement des taux de la Fed comme un risque. Prenez Wall Street, relèvement des taux le 16 décembre, point haut du SP500, c'était le 16 décembre. La Fed serait plus modérée, serait haïtée, parce que ça va très vite avec les publications macroéconomiques. Le marché, il est brutal. Une bonne statistique, on pense à une hausse de taux au printemps. Un mauvais chiffre, on pense à une hausse de taux en 2017. Le marché est brutal lorsqu'il se réajuste actuellement. Et enfin la BCE, le QE2, cette fois-ci tout le monde en parle. On l'appelait en décembre, il n'est pas venu. On l'appelait en janvier, il n'est pas venu. Le marché l'appelle en mars. Eh bien on verra la réponse le 10 mars. Autant vous dire que si la BCE se contente de baisser ses taux, attendez-vous à un choc. Parce que là, le marché se fiche de la baisse des taux. Je prends l'exemple de la baisse des taux de la Banque centrale du Japon il y a 3 semaines. Aucun impact au-delà d'une séance de bourse. Donc,
Ça, c'est la première chose, c'est ce qui porte le rebond. Il y a une donnée, moi, qui ne m'a pas échappé, c'est que dans toute la phase de remontée des marchés actions, les valeurs à l'aspect refuge n'ont pas été vendues. C'est-à-dire que dans toute la phase de remontée des marchés actions, le Bund n'a pas baissé, l'once d'or n'a pas baissé, il s'est stabilisé, et le yen, alors le yen a continué de monter. Donc ça, c'était une divergence qui, moi, donc m'a alerté. Au final, le rebond technique, peut-il encore se transformer en une véritable tendance haussière de court terme? Ça reste possible. L'analyse technique ne répond pas encore par l'affirmative, mais elle le pourrait. Voilà donc pour l'introduction. Alors, elle le pourrait comment? Deux graphiques pour deux niveaux techniques décisifs. Le premier, vous le connaissez, l'indice S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale. Le marché ne jure que par le double bottom qui nous permettrait d'avoir 10% de hausse supplémentaire sur fond d'une Fed plus modérée, d'un QE2, d'une remontée du prix du pétrole. Bref, le double bottom n'existe pas. Il est latent, il est potentiel, il est tout ce que vous voulez. Il est en devenir, mais il n'existe pas. Alors il existerait si le marché dépassait la ligne de coût. Là, voilà, on revient aux bases de l'analyse chartiste. Donc cette ligne d'activation, elle est à 1947 points. Le marché hier l'a testé, puisque si je prends le plus haut du S&P 500, c'est 1946,88. Donc vous voyez que ce niveau, tout le monde le voit dans les salles de marché, hein, les traders, les gérants, les analystes, personne ne l'a loupé. Un test, un petit rejet, mais en même temps il n'y a pas de rejet. La séance d'hier ne permet pas d'y voir plus clair. En tout cas, on teste toujours ce seuil, ça reste le seul graphique actuel. J'exagère en disant ça, de nombreuses configurations graphiques m'intéressent. Mais à cette question de savoir est-ce qu'on peut transformer le rebond en une vraie tendance haussière, eh bien la réponse viendra de l'indice S&P 500 et viendra comme à chaque fois, et ça va encore durer, de Wall Street, le marché US. Alors justement sur ces marchés US, on en reparlera davantage cet après-midi dans le Wall Street Insider. Je vais simplement maintenant vous montrer que tous les indices européens sont dans une position d'attente. Puisque je parlais du S&P 500, on va rester chez les anglo-saxons. On va s'intéresser à la bourse de Londres. Alors la bourse de Londres qui n'est pas du tout gênée par la perspective de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne le 23 juin prochain, ce qui n'est pas le cas de la livre sterling. Le marché action britannique est parfaitement corrélé au marché action de la zone euro, à Wall Street. Même si la Grande-Bretagne a sa propre devise, bon, la corrélation reste de toute façon très forte. Alors, Lucas 100, le FTSE, il est remonté avec les indices boursiers de la zone euro et Wall Street. Lui aussi teste un seuil décisif à 6000, 6050 points. On voit que le marché le teste mais n'accélère pas. En Europe, c'est la même chose. Vous avez donc l'Eurostoxx 50 qui tente, mais ce n'est pas encore fait, de s'extraire par le haut d'un canal chartiste baissier en place depuis le 3 décembre. À l'époque, c'était la BCE, une fois n'est pas coutume, qui avait donné le point de départ de la baisse. Mais pour l'instant, ce n'est pas significatif. Sur le plan du momentum, approche prix momentum, il y a des divergences potentielles. Mais alors, comme le précise cet adjectif, potentiel, latence, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les divergences n'existent pas, mais elles sont potentielles, au même titre que le double bottom n'existe pas, mais il est potentiel. Et donc face à face, vous avez deux régimes techniques potentiels complètement opposés, et on ne sait pas lequel prendra une existence réelle. Et la réponse viendra, je l'attendais à la clôture d'hier, je ne l'ai pas eu, peut-être à la clôture de ce soir, avec un vrai choix du marché, parce qu'il va falloir que ce marché fasse un choix. Il accélère en brisant tous ces niveaux et on double le rebond technique, il échoue franchement et on retombe sur les plus bas du mois de février. La réponse viendra ce soir, donc étant donné que je ne l'ai pas, je ne vais pas l'inventer ou je ne vais pas tirer au sort. J'attendrai la réponse. Voilà, donc ça c'est pour le cadre daily. La vue de marché que je viens de vous proposer sur l'Eurostoxx 50, elle est valable pour le CAC, le DAX, Lucas 100, enfin le FTSE, tous ces marchés. On va parler un peu d'intraday maintenant et du DAX par rapport à ce qui a été proposé ce matin. Alors, une cible, 94,50.
pas faite, mais approchée, 94,59. Bon, à 9 points près, ok. L'idée c'est quoi? Pour la première fois depuis le rebond, alors là je décortique en chandelier 15 minutes toute la phase de reprise qui a démarré le 11 février. Le marché donc se reprend de manière linéaire, lorsqu'il casse ses précédents sommets, il accélère. C'est ce qu'il a tenté de faire hier, sans succès, puisque les sommets du 18 février n'ont pas été débordés. Alors ça commence à comprimer, des espèces de figures chartistes en biseau, mais faut pas non plus les exagérer. Ça rejoint un peu tout ce dont on parlait actuellement, ce régime technique potentiel qui s'oppose complètement, des divergences baissières potentielles, mais peut-être aussi des énormes figures de creux qui permettraient de doubler le rebond. Donc tout ça s'oppose, et puis bientôt l'un des camps va céder. Le GR30 en 15 minutes est sorti par le bas d'une petite structure en biseau ascendant ce matin. Il a baissé depuis, il a fait 94,59 et depuis il se stabilise, mais il reste sous cette zone de résistance dont je vous ai parlé ce matin, entre 9536 et 9550, à savoir les plus hauts du 18 février et le point de décrochage de l'ouverture de la session européenne ce matin. Alors maintenant on comprime complètement puisque à la base moi j'envisageais un retour au contact de cette ligne de tendance haussière à 94,50. Ce n'a pas encore été fait. Mais sous 95, 36, 95, 50, j'estime que cela reste le scénario principal pour la journée. Revenir tester cette oblique. Et le vrai risque à terme c'est de s'en extraire par le bas. La seule chose qui donnerait la réponse de prolonger cette phase de reprise de 10% depuis les points bas du mois de février, c'est de dépasser les sommets d'hier, tout simplement. Mais là, honnêtement, sous 95,36, 95,50, je reste très méfiant et j'ai toujours ce scénario proposé ce matin de retour vers cette oblique. Le marché s'en est approché, il l'a pas encore testé, mais il peut toujours aller la chercher. En tout cas, c'est la lecture que je vous propose. Alors ça, c'est le DAX en chandelier 15 minutes. On va s'intéresser au dos. C'est aussi un facteur de faiblesse technique. Et actuellement, donc il y a une divergence dos SP500. Alors le SP500 lui teste cette ligne d'activation du potentiel double bottom que tout le monde regarde, mais qui n'existe pas, mais que tout le monde regarde quand même. La figure existe sur le dos. Le marché a tenté de s'affranchir des lignes de coup sans accélérer. Or, pour une figure de creux, il faut une avancée significative. C'est toujours beaucoup plus compliqué de retourner une tendance baissière que de retourner une tendance haussière. L'avancée n'est pas significative. Pire, la tentative de dépasser la ligne de coup se fait dans une petite compression en biseau sur le dos en H4. Alors j'aime pas trop ça, et de même que le RSI qui diverge, mais tout ça n'est que potentiel. Donc, dans la balance des éléments techniques qui tentent d'apporter une réponse à la question le rebond technique peut-il se transformer en une tendance haussière de court terme ou est-il terminé aujourd'hui ou demain, on a presque un équilibre parfait. Mais une vraie séance journalière significative donnerait la réponse qui permettrait de se projeter pour plusieurs semaines. Ça vaut le coup d'attendre la réponse pour le swing. Maintenant, en intraday, les bougies 15 minutes, elles donnent des signaux qui permettent tout de même d'ouvrir des stratégies. Voilà donc pour les indices boursiers, j'aurai l'occasion d'en reparler, je voulais commencer par un point large sur ce sujet. On va parler de la livre sterling, et puis on passe au marché des changes. Alors pourquoi je commence par la livre sterling? Parce que là monsieur Carnet s'exprime, alors c'est pas une décision de politique monétaire. Vous avez le détail sur le calendrier économique, on va aller regarder ensemble. Et on passe directement sur le marché des changes et la livre sterling. Alors, dans la baisse de la livre sterling, il y a deux facteurs. Le principal, la devise britannique qui baisse. Attention, j'entendais hier dans les médias financiers, la livre sterling baisse. Ça fait 2 mois qu'elle baisse la livre sterling. Mais bon, les médias ont toujours tendance à en parler lorsqu'on est dans un mouvement mature. Sauf que là, je pense que ça va se prolonger. Non, la livre sterling baisse depuis 2 mois. Je vous invite à observer des graphiques, le GBP NZD, les GBP AUD, l'euro GBP, le GBP USD. Ce mouvement baissier, il est ancien, il est mature, mais il a du potentiel. Et là, encore un facteur technique qui permet d'y voir du potentiel, c'est tout simplement l'observation du comportement des traders particuliers lorsque la tendance se développe. Ce marché ne cesse de baisser, il y a presque 75%, bon j'exagère, 70% d'acheteurs parmi les traders particuliers. Plus ça baisse,
plus le particulier achète. Les institutionnels, soyez certains qu'ils vendent. Il faut être du côté des institutionnels. Alors ce mardi 23 février, ce matin, donc, Monsieur Carnet s'exprime. Il s'exprime. Alors il n'est pas seul à parler d'ailleurs. Il y a un certain nombre de membres de la Banque d'Angleterre qui parlent devant un parterre d'hommes, a priori devant des membres importants de la justice. Bon, j'ai pas les détails exactement. Vous avez le détail sur le site de la Banque d'Angleterre. Il y a deux choses qui affaiblissent la livre sterling. Tout d'abord, la nouvelle politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Donc, vous avez un nouveau rapport de force au sein du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Elle est empirique, cette banque centrale, comme la Fed d'ailleurs. Désormais, sur les 9 membres votants du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, 0 vote en faveur d'une hausse de taux. Alors qu'avant, il y en avait toujours un qui était vraiment au quiche. Celui-ci a abandonné son point de vue. Donc ça bien sûr, c'est l'aspect monétaire classique qui a mis la pression sur le GBP. Et puis, ce qui se passe actuellement sur la livre sterling est très similaire à ce qui s'était produit à l'époque lors du référendum, en tout cas la perspective d'un référendum pour la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni, bon, sauf que maintenant on parle de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Toute la phase de spéculation en amont du jour J, cette phase de spéculation s'accompagne de sondages, de positionnement de banques, etc. C'était traduit par une augmentation de la volatilité implicite sur la livre sterling et un développement de la tendance baissière de la livre sterling. Ce schéma se répète actuellement et a une bonne probabilité de se répéter jusqu'au mois de juin prochain. Alors, si vous ajoutez à ça le SSI de FXM qui montre qu'il y a 70% d'acheteurs alors que ça n'arrête pas de baisser, il y a vraiment tout pour que la livre sterling baisse davantage. Le GBP USD maintenant sur le plan technique, le message il est limpide. Des résistances qui agissent. Tout a commencé donc par le plus bas de 2015, rejet. Ensuite le marché a construit un triangle. Alors je vais le remettre le triangle, je ne sais pas pourquoi il a disparu de mon chart. Le voici, un triangle rectangle baissier. Il en est sorti par le bas en brisant les 1,44 $. Double pullback, comme quoi les mouvements de retour, eh bien lorsqu'on est patient, parfois on attend 2-3 séances après la cassure, cela a lieu. Et c'est idéal pour gérer son risque, parce que rentrer dans les cassures, c'est jamais évident. On va prendre un exemple, on prend le GBP USD en H4. La cassure, c'était donc le 16 février, ici, sur ce chandelier H4, qui se construit entre 11h et 15h. On brise. À ce moment-là, un chandelier de cassure, on met le stop au-dessus du point haut du chandelier de cassure. Donc ça voulait dire mettre le stop à 1,4470. Alors qu'on brisait, c'était presque un stop de 100 pips. C'est jamais évident avec les cassures, parce que les stops sont larges. Par contre, le pullback à 1,44, on en a fait un premier ici à 1,4394 et un second à 1,4402. Lorsqu'on attend un mouvement de retour, donc là l'idée c'était de laisser traîner un ordre de vente à 1,44, on met pas le stop à 1,45. Si c'est vraiment un mouvement de retour, on met 1,4430, 1,4435. Donc ça c'est toujours plus confortable pour gérer son risque, le mouvement de retour. C'est plus confortable, mais c'est pas automatique, c'est-à-dire que parfois le mouvement de retour n'intervient pas. Depuis donc un rejet sous 1,44, cassure des 1,4250, cassure des 1,4180. Le marché maintenant travaille ses plus bas du 21 janvier dernier. On crée un range entre les 1,4070 et les 1,4180. J'estime que le risque, c'est d'en sortir par le bas et d'aller chercher ce fameux chiffre des 1,40 $. Un chiffre rond, mais qui, je pense, attire les cours du GBP USD. Alors, toujours en lien avec les marchés boursiers, la version générale au risque et le fait que désormais le développement de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon n'a plus d'impact sur le yen, c'est terminé, il n'y a plus aucun impact. La Banque centrale du Japon a adopté un taux de refinancement négatif il y a 3 semaines, 0 impact à part sur une séance de trading, effacé le lendemain. Donc je ne vois maintenant plus ce qui peut faire baisser le yen, c'est-à-dire je ne vois pas de fondamentaux qui peuvent faire remonter les paires en yen. Au final, le GBP yen, de toutes les stratégies, c'est la meilleure des stratégies de moyen long terme, puisqu'elle confronte en devise principale la devise la plus faible et qui devrait le rester encore au moins un trimestre, et la devise la plus forte, mais qui cette fois-ci devrait être le leader en 2016. Donc c'est le moyen terme, le GBP yen qui ne cesse de casser des supports.
Bon, après, prenez vos graphiques weekly pour aller attraper les objectifs de cours. Moi, je vois un prochain pivot à 156. J'estime donc que ce niveau des 156 peut être visé cette semaine. Et en H4, il y a un beau canal de baisse. L'idée, c'est de l'utiliser. Première résistance désormais solide, ce sont les récents plus bas. C'était 159,80, 160. Et je vise 156 cette semaine. Alors maintenant, la situation elle est différente lorsqu'on oppose l'euro avec la livre sterling. C'est pas baissier. C'est haussier depuis le début du mois de décembre. Mais à court terme, c'est un flat. Pour quelle raison? Alors, l'euro GBP tient quand même son premier support à 0,77. Et à chaque fois que 0,77 est acheté, ça tient. Le problème, c'est que même si la livre sterling est faible et devrait rester faible, l'euro est rentré dans la sphère d'influence temporelle de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne le 10 mars prochain, où cette fois-ci, toutes les banques vont de leur scénario d'une augmentation du volume monétaire du programme de quantitative easing. Alors vous allez me dire, c'était déjà le cas en décembre, en janvier, c'est vrai, attention. Attention parce que si la BCE ne fait rien, c'est possible. Il y a des dissensions très fortes au sein du comité de politique monétaire de la BCE. Si les Allemands disent non, si les Allemands refusent une augmentation du QE, il n'y aura pas d'augmentation du QE. Donc l'idée c'est que l'euro devrait rester sous pression, devrait dans des marges pas non plus verticales. Je pense que ça va rester une glissade. Mais il faut être très méfiant, parce que s'il n'y a pas d'annonce le 10 mars, ça reprend 300 pips à la hausse en ligne droite comme le 3 décembre dernier. Donc l'euro GBP c'est un range. Si un jour on en sort par le haut, ce sera probablement du fait du GBP. Il y a une incertitude sur l'euro, parce que autant vous dire qu'un QE2, bon bah forcément là l'euro c'est terminé. On retombe à 1,05 sur l'euro dollar. Alors on va en parler justement de l'euro dollar. L'euro dollar qui est dans un beau canal haussier depuis le 3 décembre. Alors pourquoi je dis beau canal haussier? Parce qu'il est efficace. Vous prenez la ligne de tendance haussière, celle qui attrape le plus bas du 3 décembre et le plus bas du 1er février. Vous prenez la touche contrôle et vous projetez la parallèle sur le sommet le plus saillant en face. On appelle ça la ligne de canal. C'était le seul élément chartiste qui vous permettait d'anticiper un point haut à 1,1376. Parce qu'il n'y avait pas de niveau horizontal à 1,1376. Mais il y avait le haut de canal. Donc ça le rend valide. Depuis, le marché a brisé un 10,80, cette zone de prix dont j'avais parlé, qui m'intéressait, que je vous avais proposé, avec une invalidation sous un 10,50, c'est donc une stratégie invalidée, j'en ai parlé hier, c'est une stratégie de trading invalidée, et par contre le fait qu'elle soit invalidée m'a donné cette conviction qu'on irait chercher le bas de canal cette fois-ci, conviction que certains avaient déjà auparavant. Alors le bas de canal il passe où? Il y a une confluence de niveau de prix. Il y a cette ancienne ligne de tendance baissière ici sur l'euro dollar, il y a le bas de canal et il y a le niveau horizontal. Allez, c'est 1,0970. Et quand même le sentiment qu'on devrait aller tester 1,0970. Est-ce que le marché peut réagir favorablement sur 1,0970? Je pense qu'il le peut au premier test. C'est-à-dire que moi je ne serais pas surpris qu'on fasse 1,0970 et peut-être qu'on remonte à 1,1080. Pour vraiment le côté technique. Et aussi le fait que le QE2 n'aura peut-être jamais lieu. Donc, juste pour le plan technique, envisager une stratégie de rebond sur un 0,970, le bas de canal. Alors c'est le bas de canal, ouais, c'est un 0,950, un 0,970, mais il y a aussi cette ancienne oblique plus le niveau horizontal. Je dis pourquoi pas. Après, j'ai parlé des indices 80, c'est une vue de marché que je vous avais proposée qui a été invalidée. Donc forcément, permettez-moi de ne pas insister non plus trop sur le bas de canal et les 1,0970. J'ai une conviction qui est beaucoup moins forte. Alors cette conviction qui est beaucoup moins forte, elle est aussi due au fait que le dollar américain n'a jamais quitté son canal haussier. Le dollar américain, qui cependant a baissé début février avec les nouvelles anticipations liées à la Fed, n'a pas quitté son canal, mais attention, il a quand même du mal à remonter. Ce dollar US a du mal à remonter. Mais il n'a pas quitté son canal. Alors les récentes publications macroéconomiques aux États-Unis, elles étaient solides. Ce qui a permis une remontée du dollar US depuis la fin de semaine dernière, c'était la publication de l'inflation sous-jacente aux États-Unis, donc l'inflation à la consommation sous-jacente, hors alimentation énergie, qui était assez largement supérieure aux attentes des investisseurs. Peut-être que là, on fait une espèce d'épaule tête-épaule inversée en D1 sur l'US dollar index pour remonter à 12 200. C'est possible, mais c'est pas très net.
Bon, en tout cas, on voit que la situation est complexe. J'ai envie de dire que utiliser le bas de canal pour une stratégie de rebond technique, techniquement parlant, ça justifie parfaitement. La gestion du risque sera limitée. C'est quand même un gros seuil, on peut avoir au moins une réaction de quelques dizaines de pips. Mais l'idée, c'est déjà d'aller le chercher. Donc la zone de prix vraiment intéressante, ça va être 1,0950, 1,0970. Et si je combine le niveau horizontal avec cette ancienne oblique, ouais, c'est 1,0970. 1,0970. Zone de prix sur laquelle ce marché est susceptible de réagir. Alors parmi les paires majeures USD-Yen toujours parfaitement baissier, hier échec sous la première résistance à 113,37, ce marché devrait petit à petit se rediriger vers les 111 et à terme 110 et 106. À court terme, nouvelle première résistance à 112,40. 112,40, pourquoi pas une résistance pour gérer son risque si vous souhaitez reviser les 111. Voilà, 112,40, c'est la toute première résistance. Hier, je me suis fait piéger en disant que la première résistance, elle était trop faible pour une stratégie de vente. Bon, bah là, maintenant, je vais arrêter de dire ça. C'est tellement baissier que chaque résistance agit. Donc, la première résistance sur l'USD-Yen, c'est 112,40. USDK, il n'y a rien à dire, c'est un range entre 1,3640 et 1,38. AUD-USD, alors, cassure ou pas cassure? Écoutez, j'ai envie de dire cassure, oui. On a hier un beau chandelier, et en fait, l'AUD-USD, peut-être que là, il fait un pullback. Moi, j'ai le sentiment qu'on devrait pouvoir remonter vers 0,73, 0,7330 sur la UD-USD. Voilà, on a brisé la ligne de tendance baissière qui attrapait le sommet en D1 du 4 décembre et du 31 décembre. On a une dynamique de reprise depuis la fin du mois de janvier. Le marché a bien réagi sur 0,70. Bon, voilà. Désormais, 0,72, c'est le niveau qui permet de gérer son risque pour envisager une remontée à 0,73, 0,7320. Le NZD-USD, oula, qu'est-ce qui se passe là? Je reste, alors, il est où? Parfaitement neutre. Même si ça remonte, je préfère la configuration de la UD-USD. Voilà, parfaitement neutre, pas d'opinion. Bon, GBP Yen toujours baissier, le NZD Yen toujours sur un support, il se passe rien, il n'y a rien à dire. Euro AUD, on a donc ça, ce double top, ça va baisser davantage. Bon, après, si vous avez des questions précises. Alors, le GBP NZD, c'est la grosse cassure d'hier. En H4, c'est intéressant. Peut-être que là, on fait un drapeau ou un biseau. En tout cas, ce marché n'a pas fini de baisser. Je pense que le GBP NZD devrait se replier vers les 2,08, mais même davantage, hein, les 2,05, 2,06. Sterling est évidemment sous pression. Il y a aussi le GBP AUD qui est intéressant, peut-être même plus intéressant encore. Je vais aller chercher le GBP AUD. Voilà. Parce que la UD, la UD USD, bon voilà. En weekly, je veux dire, c'est grosse cassure, le niveau des deux. Donc là, le GBP AUD devrait se replier à 1,90. Clairement, c'est le potentiel, c'est ce que suggère l'analyse technique. Potentiel de repli du GBP AUD en direction des 1,90. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment se concentrer sur l'intraday et exploiter des petites figures de rebond technique pour essayer de prendre le train en marche. C'est très très faible, le GBP AUD. Il ne donne pas vraiment d'opportunité sur le plan de chartiste d'arriver à prendre une position pour gérer son risque. Parce que maintenant, la résistance swing, c'est 2, c'est 500 pips au niveau du niveau actuel des cours. Donc c'est compliqué. Ce qui est certain, là où la conviction est forte, c'est que les objectifs de cours sont à la baisse. Maintenant, pour arriver à rentrer, peut-être que la configuration du GBP NZD est plus propre. On a regardé en H1 une configuration de reprise alors, qui s'apparente, même si c'est pas quelque chose de très... ça peut être une sorte de drapeau élargi, de pause, ou carrément un vrai drapeau. Ce type de un mât baissier, un drapeau, et à terme, j'envisage une résolution par le bas pour aller chercher 2,08 et 2,05. Le signal n'est pas donné. On peut probablement utiliser cette ligne de tendance en H1 qui attrape tous les plus bas et attendre la sortie par le bas parce que derrière, je pense qu'il y aura un vrai potentiel
d'aller plus bas. Allez, je vais maintenant me diriger vers vos questions. Je laisse le DAX en 15 minutes et je confirme mon scénario correctif pour la séance, en tout cas sous la première résistance à 9536. Je pense qu'on va aller chercher cette ligne de tendance. Alors bonjour Camille, sur quel niveau de prix peut-on considérer que le SP500... Alors, question sur le SP500. Alors, le SP500, alors, je vois ce que vous voulez dire. À partir de quand on peut considérer qu'on ne franchira pas la ligne de coup? Et si on ne franchit pas la ligne de coup, c'est un range. Et donc un range, l'idée c'est d'en revenir par le bas. Pour répondre à votre question, ce serait la cassure des 1901. Briser 1901, c'est activer la div baissière potentielle cachée. C'est faire ce double top. Bon. En fait, je dirais qu'à court terme, on va être complètement en position d'attente entre 1901 et 1946. On dépasse 1946, on remonte à 2030, 2050. On rebrise 1901 et ce marché retourne tester son support majeur à 1810 points. Alors sur l'AUD-USD, si tout à fait, hein, j'estime que on enchaîne les signaux positifs, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait une épaule tête-épaule inversée, on l'a activé en dépassant les 0,70, les 0,70 ont été atteints, maintenant on dépasse 0,72, moi j'ai cette lecture technique que le dépassement des 0,72 permet désormais de viser 0,73, 0,7330 $ sur l'AUD-USD. Avec 0,72 désormais pour gérer son risque. Alors le GBP USD. Donc le GBP USD à court terme, je pense qu'il nous fait un range, hein, sous sa toute première résistance. Mais bon, clairement le risque c'est à terme d'en sortir par le bas. A ouvert avec un gap mais n'a pas comblé le gap. Alors, moi si vous voulez en semaine je parle pas d'ouverture, enfin pour moi il n'y a pas d'ouverture ni de, il y a pas de, ni ouverture ni clôture sur le FX en semaine, hein, c'est continu. Mais je pense que là on forme un range sous les 1,4180. Voilà, on peut tracer la partie basse de ce range. Et peut-être qu'on prépare un triangle et derrière je pense que ce marché a un fort risque d'en sortir par le bas. Donc je surveille ça avec grande attention. Et les 1,4180 pourraient être une bonne résistance pour vendre. Alors, question sur le CHF Yen. C'est une excellente question parce que c'est un taux de change extrêmement faible. Alors hier, on avait étudié l'hypothèse d'un fanion. Le marché en est sorti par le bas. La vente du CHF Yen, c'est une excellente stratégie parmi toutes les paires en Yen. C'est au moins autant baissier que le GBP Yen. Et sur le plan technique, il n'y a pas photo. Donc hier, vous aviez ce petit fanion avec un signal de vente qui a été donné. Maintenant, le marché, il en est sorti par le bas. Qu'est-ce qu'on peut viser à terme sur le CHF Yen? On va revenir chercher cette base là. Donc l'idée c'est de... Alors, je crois qu'on est déjà en train de la tester en fait à 112,50, mais 111, niveau des 110. Bon. En tout cas, rien sur le momentum suggère que cette tendance va s'inverser. Donc je pense qu'on peut viser 111. Et à court terme, on refait un petit range. Alors, on devrait avoir une figure assez similaire à celle-ci. Ça reste baissier dans tous les cas. Nouvelle résistance, si vous êtes en position, parce que je crois que vous me posez la question régulièrement, donc si vous êtes dans la tendance. Nouvelle résistance à 113,30. Ça permet d'ajuster son stop suiveur, si vous avez un stop suiveur pour gérer le risque. Voilà, écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. J'en vois pas davantage. Donc,
On se concentre cet après-midi sur les statistiques américaines. Donc je serai avec vous pour en assurer le suivi. Les publications macroéconomiques US, elles ont beaucoup d'importance. Vous avez vu l'impact qu'elles ont sur le dollar. Donc on va le suivre de près. Chaque publication a son importance parce que chaque publication a un impact maintenant très fort sur les anticipations d'actions de la Fed, beaucoup plus que par le passé, je trouve. Mais en tout cas, c'est un fait, donc il faut en tenir compte. Cet après-midi, ce sont les ventes de logements existants, donc l'immobilier résidentiel ancien. Existant, ça existe déjà, quoi. Donc l'immobilier ancien. À 16 heures, l'indice de confiance des consommateurs selon le Conference Board aux États-Unis en février. Et enfin, l'indice d'activité manufacturière de la Réserve fédérale de Richmond à 16 heures. Ça, c'est probablement un indicateur moins important. Donc on se concentrera sur les chiffres de l'immobilier et sur la confiance du consommateur US. Et c'est à 16 heures. Et je serai avec vous à partir de 15h15 pour en parler. Et notamment du S&P 500, du Dow, du dollar et des paires majeures en dollars. Merci à tous. Prochaine émission à 13h, le 13h des traders. Et à tout à l'heure.